Je m'appelle Rebecca et j'ai 33 ans. Je n'aurais jamais imaginé que l'envoi d'un simple SMS ferait exploser la façade de notre dynamique familiale, mais leur cruauté absolue a été l'impulsion finale dont j'avais besoin pour cesser de jouer la victime. Le soir de mon anniversaire, j'étais assise seule dans mon appartement, fixant un écran de téléphone qui affichait un message de ma propre mère. Elle me disait que la famille se portait mieux sans moi et exigeait que je ne les contacte plus jamais. Ma sœur cadette a immédiatement aimé le message. Elle pensait simplement couper les ponts avec une fille qu'elle jugeait trop négative. Ce qu'elles avaient complètement oublié, c'est qu'elle coupait également les ponts avec l'unique fiduciaire de la fortune familiale de plusieurs millions de dollars qu'elle pillait depuis une décennie. Je leur ai donné exactement l'espace qu'elles demandaient, ainsi qu'un gel financier complet. Moins de 12 heures plus tard, mon téléphone explosait sous 86 appels manqués et quelqu'un essayait d'enfoncer ma porte d'entrée. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille qui tenait votre générosité pour acquise. La pluie frappait les vitres de mon salon en lourde nappe. J'étais assise sur mon canapé, tenant une tasse de thé tiède, écoutant le bourdonnement du trafic de la ville en contrebas. Je fixais les murs en me demandant comment il était possible de se sentir si complètement isolé dans une ville de millions d'habitants. C'était mon 33e anniversaire. Il n'y avait ni ballon, ni gâteau, ni chœur de voix chantant pour moi dans un restaurant bondé. Mon appartement était impeccablement propre et décoré dans des tons neutres. En tant que responsable de la conformité en gestion de patrimoine, ma vie professionnelle était dédiée à l'ordre, aux règles et à m'assurer que les chiffres s'alignaient parfaitement. Mais ma vie personnelle, en particulier ma relation avec ma famille, était un désordre de registres déséquilibrés et de dettes émotionnelles impayées. J'avais passé toute la journée à mon bureau du centre-ville à examiner des rapports d'audit et à signaler des transferts offshore irréguliers pour des clients entreprises. Pas une seule personne de ma famille n'avait appelé. Ni ma mère Suzanne, ni mon père Richard, ni ma sœur Courtney. J'avais vérifié mon téléphone de manière obsessionnelle entre les réunions, rationalisant leur silence. Ils étaient occupés. Ils avaient oublié la date. Ils préparaient une surprise. Vers 20 heures ce soir-là, la réalité s'était installée, froide et indéniable. Ils avaient simplement choisi de ne pas me contacter. Pourtant, l'habitude ancrée d'essayer de leur plaire, d'essayer d'être la fille parfaite qui maintenait la paix, me poussa à faire le premier pas. J'ai pris mon téléphone et ouvert notre discussion de groupe familial. Le dernier message datait de 3 jours, une photo de Courtney posant sur un court de tennis d'un country club. J'ai tapé un message poli. Salut tout le monde, je viens de finir un peu de travail à l'appartement. Comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, je me demandais si quelqu'un serait libre pour un dîner rapide ou même juste un verre quelque part à proximité. C'est ma tournée. J'ai appuyé sur « Envoyer ». J'ai fixé les 3 points qui pulsaient, indiquant que quelqu'un était en train d'écrire. Mon cœur a connu ce petit frémissement d'espoir, familier et pathétique. Peut-être qu'il s'excuserait d'avoir oublié. Peut-être qu'il suggérerait un bon restaurant italien au centre-ville. Les points pulsants ont disparu. Puis ils sont revenus. Puis ils se sont arrêtés complètement. 2 minutes entières s'écoulèrent dans un silence angoissant. J'ai pris une gorgée de mon thé, en me disant de ne pas trop y penser. Finalement, mon téléphone a vibré, bourdonnant violemment contre la table basse en verre. Je l'ai pris, mes yeux balayant l'écran. Le message venait de ma mère, Suzanne. Il ne contenait pas d'excuses. Il disait « Nous nous portons mieux sans toi. Nous avons besoin d'espace loin de ta négativité constante. Ne nous contacte plus jamais. » J'ai brièvement cessé de respirer. J'ai relu les mots, mon cerveau refusant de traiter la cruauté pure du texte. Négativité constante. C'était son mot de code pour mes demandes occasionnelles de respect élémentaire ou mes douces suggestions qu'il respecte peut-être un budget. Avant même que je puisse formuler une pensée, une deuxième notification est apparue sur l'écran. C'était une alerte de la discussion de groupe. Courtney avait interagi avec le message. Un petit cœur rouge est apparu juste à côté du texte brutal de ma mère. Courtney adorait le message. Elle adorait l'idée de m'exclure complètement de leur vie.
Une vague d'humiliation profonde m'a envahie, chaude et cuisante. Il n'avait pas seulement oublié mon anniversaire. Il l'avait utilisé comme une occasion de me rejeter. Je suis restée assise là, dans le silence de mon appartement, attendant que les larmes viennent. J'ai attendu le poids écrasant de l'inadéquation qui suivait habituellement leur rejet. J'ai attendu de me sentir comme le bouc émissaire ennuyeux et mal aimé qu'il m'avait toujours dépeinte. Mais les larmes ne sont jamais venues. Au lieu de cela, un calme profond et glacial s'est installé dans ma poitrine. Le genre de clarté absolue qui n'arrive que lorsqu'un verre se brise si complètement qu'il ne peut jamais être recollé. J'ai lentement posé ma tasse de thé sur un sous-verre. Je n'ai pas répondu par un plaidoyer désespéré pour une explication. Je n'ai pas appelé ma mère pour la supplier de me pardonner pour je ne sais quel affront imaginaire que j'avais commis. Je me suis levée, je suis allée dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert le tiroir du bas de mon lourd bureau en chêne. J'ai sorti un petit jeton bancaire crypté. L'appareil était d'un noir élégant et tout à fait anodin. Pourtant, il contrôlait tout. Il y a 10 ans, mon grand-père, un homme perspicace et farouchement pragmatique, avait court-circuité son propre fils et sa petite-fille favorite lorsqu'il avait créé la fiducie familiale. Il avait regardé mon père, Richard, un homme qui avait déjà mené 2 entreprises à la faillite, et ma mère, Suzanne, une femme qui traitait l'argent comme une ressource naturelle illimitée, et il avait pris une décision calculée. Il m'avait nommé, moi, la responsable de la conformité silencieuse et analytique, comme unique fiduciaire légalement mandatée de son immense patrimoine. Pendant une décennie, j'avais honoré ses souhaits. J'avais géré les investissements, rempli les rapports de conformité et ravalé ma fierté en signant les distributions mensuelles aux bénéficiaires qui finançaient le style de vie somptueux de ma famille. Je les avais regardés acheter des voitures de luxe, réserver des billets en première classe pour l'Europe et organiser des fêtes ridicules, tout en me traitant comme une assistante administrative. Ils considéraient le fonds fiduciaire comme leur tirelire personnel. Et ils me voyaient comme l'obstacle ennuyeux qui se dressait entre eux et leur argent. Ils détestaient que je demande des reçus. Ils m'en voulaient d'exiger une documentation fiscale appropriée et maintenant ils avaient décidé qu'ils se portaient mieux sans ma négativité constante. J'ai ramené le jeton dans le salon et j'ai démarré mon ordinateur portable sécurisé. La lumière bleue de l'écran illuminait la pièce sombre alors que je me connectais au portail principal des comptes de la fiducie. Le tableau de bord affichait la toile tentaculaire des finances familiales. Le compte courant principal de Suzanne et Richard, les lignes de crédit Platinum de Courtenay, les virements automatiques couvrant l'hypothèque de leur domaine. Ils s'étaient si longtemps reposés sur ma nature dévouée qu'ils croyaient sincèrement que l'argent coulait par magie. Ils avaient complètement oublié que ma signature autorisait chaque centime qu'ils dépensaient. Vous voulez de l'espace, ai-je murmuré à la pièce vide, ma voix stable et dépourvue de toute affection restante. Vous l'avez. J'ai navigué vers le panneau de contrôle central des bénéficiaires. Une liste de comptes de décaissement actifs est apparue à l'écran, chacun lié aux membres de la famille qui venaient de me rejeter. Mon doigt planait au-dessus du trackpad. Selon la loi, en tant que fiduciaire, j'avais le droit fiduciaire, et même l'obligation, de suspendre les distributions si les bénéficiaires manifestaient un comportement hostile, non coopératif ou juridiquement compliqué. Un SMS exigeant l'absence de contact et rompant de fait les liens familiaux répondait facilement aux critères d'un environnement hostile. J'ai coché la case à côté de la ligne de distribution principale de Suzanne et Richard. J'ai coché la case à côté de l'allocation supplémentaire de Courtenay. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la page, en ignorant tous les comptes secondaires, et j'ai trouvé le bouton de dérogation principale. Il indiquait « Suspendre toutes les distributions aux bénéficiaires ». Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur le bouton. Une invite d'avertissement rouge est apparue, me demandant de confirmer le gel global. J'ai cliqué sur « Confirmer ». L'écran s'est rafraîchi et des indicateurs de statut rouge vif ont peuplé chaque compte familial. Le pipeline financier était officiellement coupé. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allée dans ma chambre et je me suis endormie, me sentant plus légère que je ne l'avais été en 33 ans. À 6 heures le lendemain matin, l'écran de mon téléphone a illuminé la chambre sombre, vibrant violemment contre la table de chevet. Il affichait 86 appels manqués de ma mère, de mon père et de ma sœur.
Avant même que je puisse atteindre l'appareil, des poings lourds et désespérés ont commencé à marteler la porte de mon appartement, secouant le cadre sur ses gonds. Les coups sur la porte de mon appartement étaient si violents que le cache du Judas cliquetait contre le bois. Je ne me suis pas précipitée. Je suis allée à la cuisine, je me suis versé une tasse de café frais, en prenant une lente gorgée alors que les coups frénétiques continuaient. Ce n'est que lorsque j'ai été complètement prête que j'ai déverrouillé le pêne dormant et tiré la lourde porte en chêne. Suzanne, Richard et Courtney ont fait irruption dans mon entrée comme un ouragan de tissus de créateurs et d'indignation déplacée. Ma mère serrait son téléphone portable comme s'il l'avait personnellement offensé. Mon père avait le visage rouge, une veine palpitant à sa tempe. Mais c'est ma sœur Courtney qui offrait le spectacle le plus spectaculaire. Elle portait un peignoir en soie, ses cheveux complètement décoiffés, des larmes coulant sur son visage et ruinant ses extensions de cils coûteuses. « Règle ça tout de suite », a exigé Suzanne, ignorant toute forme de salutation. Elle a pointé un doigt manucuré directement sur ma poitrine. Je me fiche du genre de bug informatique que tu as causé à la banque. Tu dois les appeler et régler ça avant que tout le fiançailles de Courtney ne soit ruiné. J'ai pris une autre gorgée de mon café, m'appuyant contre le mur du couloir. Bonjour à vous aussi. Je vais bien, merci de demander. Comment se passe votre matinée? Ne joue pas à la plus fine avec moi, a sèchement répliqué Richard, s'avançant pour me dominer physiquement. Courtney était à la marina il y a 1 heure. Elle a essayé de passer sa carte noire pour l'acompte non remboursable de $40 000 sur la location du yacht de luxe pour sa fête de fiançailles. La carte a été refusée. Le courtier en yacht lui a ri au nez. Elle a été humiliée devant le personnel de la marina, a renchéri Suzanne. C'était mortifiant. Courtney a sangloté, s'effondrant sur le banc de mon entrée. Ils m'ont dit que ma carte était signalée pour des avoirs gelés. La coordinatrice de mariage de l'agence était juste à côté de moi. As-tu la moindre idée de l'embarras que c'est? Tu es censé t'occuper de ça. Tu es censé t'assurer que les comptes sont approvisionnés. J'ai regardé ma sœur, la voyant pleurer pour une location de bateau le matin même où elle avait célébré le fait que ma mère me dise de couper les ponts. Ça ressemble à une matinée très stressante pour toi, Courtney. Mais la banque n'a pas fait d'erreur. Alors quel est le problème, a hurlé Suzanne en levant les mains au ciel. As-tu encore oublié de transférer l'allocation mensuelle de la succession de ton grand-père? Tu n'as qu'un seul travail dans cette famille. Un seul. Nous ne te demandons pas d'assister aux fonctions sociales parce que tu plombes toujours l'ambiance. Nous ne te demandons pas d'aider à l'organisation du mariage parce que tu manques de tout sens du style. Tout ce que nous te demandons, c'est de t'asseoir à ton petit bureau, de faire tes petits calculs et de t'assurer que la fiducie fonctionne pour que ta sœur puisse briller. Richard a hoché la tête en signe d'approbation, croisant les bras sur sa poitrine. Exactement. Ton grand-père t'a laissé en charge de la paperasse parce que c'est tout ce que tu sais faire. Tu es une responsable de la conformité. Tu es une calculatrice humaine. Courtney est le visage de cette famille. Elle se marie dans la haute société le mois prochain. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'air en difficulté parce que tu as omis de cliquer sur un bouton sur un portail bancaire. L'audace pure de sa déclaration flottait dans l'air. Il admettait nonchalamment que toute mon existence n'était pour eux qu'un outil financier. Il ne me voyait pas comme une fille ou une sœur. J'étais le personnel administratif requis pour maintenir leur style de vie extravagant à flot. Par le passé, des mots comme ceux-là m'auraient plongé dans une profonde dépression. J'aurais passé des jours à essayer de comprendre comment gagner leur amour, comment prouver que j'étais plus qu'une simple signature sur un chèque. Mais aujourd'hui, je ne ressentais absolument rien d'autre qu'un sentiment froid et dur de justification. Je me suis détachée du mur et je suis passée devant eux pour entrer dans le salon, posant ma tasse de café sur la table en verre. Ils m'ont suivi comme des canetons en colère, clairement frustrés que je ne me démène pas pour résoudre leur crise. Je n'ai pas oublié de faire un virement, ai-je dit calmement, me tournant pour leur faire face. Et il n'y a pas de bug informatique. J'ai gelé les comptes. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le faible bourdonnement de mon réfrigérateur dans la cuisine. Courtney a cessé de pleurer, la bouche bée. Tu as fait quoi?
J'ai gelé les comptes, ai-je répété, en articulant clairement chaque mot. Tous. Vos comptes courants, vos comptes d'épargne, les lignes de crédit familial conjointes et les canaux de décaissement automatique de la fiducie principale. Chaque avenue financière liée à mon autorisation en tant que fiduciaire est actuellement suspendue. Suzanne s'est avancée, son visage se tordant en un masque de fureur pure. As-tu perdu la tête? Dégèle-les immédiatement. Pour qui te prends-tu pour jouer avec notre argent? Ce n'est pas votre argent, lui ai-je rappelé. C'est l'argent de grand-père. L'argent qu'il a placé dans une fiducie juridiquement contraignante. La fiducie que je contrôle. Tu la contrôles pour nous, a hurlé Richard, faisant un autre pas vers moi. Tu n'es que la gestionnaire. Maintenant, arrête de piquer une crise de nerfs pour je ne sais quel affront imaginaire que tu penses que nous avons commis et réactive les cartes. Si nous perdons ce yacht, Courtenay sera la risée du yacht club. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert la discussion de groupe familial de la nuit dernière. J'ai levé l'écran pour qu'ils puissent tous le voir clairement. Ceci date de 20h hier soir, ai-je dit, ma voix stable et professionnelle. J'ai demandé si quelqu'un voulait dîner pour mon anniversaire. Maman, ta réponse exacte a été, nous nous portons mieux sans toi. Nous avons besoin d'espace loin de ta négativité constante. Ne nous contacte plus jamais. Courtenay, tu as immédiatement aimé le message. Papa. Tu l'as lu et tu n'as rien dit. Et alors, a ricané Suzanne en roulant des yeux. Tu es trop sensible. Tu sais à quel point l'organisation du mariage est stressante pour nous en ce moment. Tu te plains toujours des budgets et des dépenses. Je ne faisais que poser une limite pour ma propre paix mentale. Ce n'était qu'un SMS. C'était une directive écrite des principaux bénéficiaires d'une fiducie légale, l'ai-je corrigé, adoptant le ton exact que j'utilisais lors des audits de conformité fédéraux au travail. En tant qu'unique fiduciaire, j'ai un devoir fiduciaire légalement mandaté de protéger les actifs et de veiller à ce qu'ils soient distribués dans un environnement sain et coopératif. Lorsque les bénéficiaires déclarent explicitement que le fiduciaire apporte une négativité constante et exige l'absence de contact, cela constitue légalement un environnement hostile. Courtenay me regarda, l'air vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, ai-je dit en regardant directement ma sœur, que je ne peux légalement ou éthiquement distribuer des fonds à des parties qui refusent de communiquer avec le fiduciaire. Vous avez demandé de l'espace. Vous avez exigé l'absence de contact. Selon la loi, j'honore votre demande. Suspendre les distributions financières est un protocole de conformité standard lorsqu'un conflit hostile survient entre un fiduciaire et les bénéficiaires. Je ne fais que mon travail. Le visage de Richard est passé du rouge à une nuance dangereuse de violet. Ce n'est pas une salle de conseil d'administration, Rebecca. C'est ta famille. Tu ne peux pas utiliser des failles juridiques pour nous punir parce que tes sentiments ont été blessés. C'est toi qui viens de me rappeler que je ne suis qu'une responsable de la conformité, ai-je dit en m'asseyant sur le canapé et en croisant les jambes. J'agis simplement dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Si vous ne voulez aucun contact, vous n'aurez aucun contact. Mais aucun contact signifie pas d'argent. Suzanne a commencé à paniquer. La réalité de la situation perçait enfin son armure de droit acquis. Ses yeux parcouraient mon appartement comme si elle cherchait une caméra cachée ou un moyen de sortir de ce piège. Rebecca, écoute-moi, a dit Suzanne, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle essayait de forcer un ton apaisant. Nous ne le pensions pas comme ça. Nous étions juste fatigués. Nous t'aimons. Tu fais partie de cette famille. Maintenant, s'il te plaît, arrête ces bêtises. Le courtier en yacht garde la réservation pour 2 heures de plus. Appelle simplement la banque et autorise le paiement. Non. La seule syllabe est tombée comme une pierre. Courtenay a poussé un cri aigu, enfouissant son visage dans ses mains. Tu ruines ma vie. La famille de Preston va penser que nous sommes pauvres. Ils vont annuler le mariage. Alors tu ferais mieux de trouver un bateau moins cher, ai-je suggéré doucement. Richard en avait assez entendu. Son attitude a complètement changé,
passant de l'exigence à la méchanceté pure. Il a mis la main dans la poche de sa veste de costume et a sorti son téléphone, le brandissant comme une arme. Les veines de son cou étaient saillantes. C'était un homme habitué à régler ses problèmes par l'intimidation, un homme qui refusait qu'une fille qu'il considérait comme inférieure lui dise non. Très bien, a ricané Richard, sa voix tombant à un registre terrifiant de calme. Tu veux jouer au jeu juridique ? Nous allons jouer au jeu juridique. J'appelle les avocats de la famille tout de suite. Il a commencé à composer un numéro, ses yeux rivés sur les miens avec un regard de haine absolue. Je leur ferai déposer une injonction d'urgence avant midi, a promis Richard en se rapprochant de moi. Je dirai à un juge que tu as eu une dépression nerveuse complète. Je témoignerai que tu es émotionnellement instable, vindicative et totalement inapte mentalement à gérer un patrimoine de plusieurs millions de dollars. Je suis ton père. Et ma parole a du poids. Ils te retireront ton statut de fiduciaire avant la fermeture des banques aujourd'hui. Je prendrai le contrôle de la fiducie moi-même. Il a pressé le téléphone contre son oreille, un sourire cruel et victorieux se dessinant sur son visage. Et une fois que j'aurai le contrôle légal, a poursuivi Richard, je te coupe entièrement les vivres. Tu ne verras pas un seul centime de l'argent de ton grand-père. Fais tes valises, Rebecca. C'en est fini de toi dans cette famille. Je suis resté parfaitement immobile sur le canapé, regardant mon père se préparer à détruire ma réputation et ma vie pour une location de yacht. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas supplié de raccrocher le téléphone. Je l'ai juste regardé, attendant le moment parfait pour lui montrer la seule chose qu'il avait entièrement négligée. L'air dans la pièce était lourd de tension. Suzanne regardait Richard avec une lueur d'anticipation pleine d'espoir, croyant que son mari était sur le point de terrasser le dragon et de restaurer leur accès au luxe infini. Courtney avait cessé de pleurer, reniflant doucement en attendant que son père résolve le problème qu'elle avait créé. Ils étaient tous si confiants dans leur capacité à m'écraser. Ils avaient passé des décennies à me conditionner à plier sous ce type de pression exacte. Ils s'attendaient à ce que je fonde en larmes, que je m'excuse, que je me reconnecte au portail bancaire et que je leur donne tout ce qu'ils voulaient juste pour éviter leur colère. Mais je n'étais pas la même femme qu'hier. La femme qui désirait leur approbation était morte au moment où j'ai lu ce message de groupe. La femme assise sur le canapé était une auditrice de conformité forensique qui connaissait la loi, connaissait les documents de la fiducie et savait exactement à quel point ils avaient creusé leur propre tombe. Tu m'écoutes, a aboyé Richard, éloignant le téléphone de son oreille une seconde. J'ai dit, fais tes valises. Tu seras sans le sou et sans abri d'ici ce soir. J'ai pris ma tasse de café, prenant mon temps pour savourer le goût chaud et amer. J'ai regardé les 3 personnes debout dans mon salon, les personnes qui partageaient mon sang mais n'avaient jamais partagé mon cœur. Vas-y, appelle-les, papa, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure m'éportant à travers la pièce silencieuse. Appelle les avocats. Appelle le juge. Dis-leur ce que tu veux. Le sourire de Richard vacilla légèrement. Il s'était attendu à de la panique. Il s'était attendu à de la soumission. Mon absence totale de peur le déstabilisait profondément. Je me suis penché en arrière contre les coussins, fixant mon père dans les yeux. Mais avant de passer cet appel, tu devrais peut-être considérer ce qui se passera lorsque ces avocats liront réellement les documents de la fiducie. Spécifiquement, les documents que tu n'as jamais pris la peine de lire. De quoi parles-tu ? A demandé Suzanne, sa voix aiguë d'une anxiété soudaine. Fais l'appel, papa, ai-je répété doucement. Voyons qui finira sans abri. La main de Richard planait au-dessus de l'écran de son téléphone. Son pouce tremblait légèrement sur le bouton d'appel, mais mon absence totale de panique le fit se figer. Les intimidateurs hésitent toujours lorsque leurs victimes choisissent de se recroqueviller et les regardent avec des yeux morts. Il a regardé Suzanne, puis Courtney, avant que son regard furieux ne se reporte sur moi. Il attendait que je brise le silence, que je propose un compromis paniqué, que je fasse ce que j'avais fait toute ma vie et que je me rende sans condition. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levé du canapé et je me suis dirigé vers la lourde bibliothèque en chêne qui tapissait le mur du fond de mon salon. La pluie continuait de s'abattre contre les vitres, projetant de longues ombres sur le sol.
J'ai atteint l'étagère la plus haute et j'ai sorti un épais classeur relié en cuir. Il était lourd, sentant le vieux papier, et portait en lettres d'or le titre « Fiducie familiale Théodore Sterling ». Je l'ai ramené à la table basse, le laissant tomber sur la surface en verre avec un bruit sourd et retentissant qui a résonné dans la pièce silencieuse. Le bruit soudain a fait sursauter Courtenay, son visage strié de larmes se relevant brusquement. Je me suis rassise, j'ai lissé ma jupe et j'ai levé les yeux vers mon père. « Vas-y, appelle Bennett et associés, papa », ai-je offert doucement. Mais avant de demander une injonction d'urgence pour me faire déclarer mentalement inapte, je te suggère fortement de te rafraîchir la mémoire sur la page 42. J'ai ouvert la lourde couverture et j'ai commencé à feuilleter les épaisses pages couleur crème. Le parchemin bruissait bruyamment. Richard fixait le classeur comme si c'était un serpent venimeux se préparant à frapper. Il n'avait jamais pris la peine de lire les documents réels de la fiducie. Aucun d'entre eux ne l'avait fait. Ils voyaient simplement une pile de jargon juridique ennuyeux qui se dressait entre eux et leur virée shopping sans fin. Ils avaient supposé que mon grand-père leur avait simplement cédé sa fortune et avait arbitrairement mis mon nom en haut comme une formalité administrative. J'ai trouvé la page que je cherchais. J'ai fait pivoter le lourd classeur de 180 degrés et l'ai fait glisser lentement sur la table en verre jusqu'à ce qu'il s'arrête juste en face de Richard. « Lis-le », ai-je ordonné froidement. Section 4. Paragraphe 2, la clause de moralité et de conduite. Richard a ricané, croisant les bras plus étroitement contre sa poitrine. Je ne vais pas lire ces ordures juridiques. Tu inventes des choses pour sauver ta peau. Tu n'as aucune autorité pour geler nos comptes de façon permanente. Je n'ai pas l'autorité de les geler de façon permanente, ai-je convenu, en tapotant l'épaisse page avec mon index. Mais j'ai l'autorité de les geler pendant 6 mois. Et si tu passes cet appel à ton avocat, le gel devient obligatoire. Suzanne s'est avancée rapidement, se penchant par-dessus l'épaule de Richard pour regarder le document. Ses yeux ont balayé le texte juridique dense, ses lèvres bougeant légèrement alors qu'elle essayait de comprendre les mots complexes. « Qu'est-ce que ça dit ?» a-t-elle demandé, regardant son mari avec une appréhension croissante. Richard a finalement laissé tomber son téléphone à son côté et s'est penché sur la table. Alors qu'il lisait le paragraphe en silence, le sourire arrogant et victorieux a lentement fondu de son visage, remplacé par une réalisation blafarde et maladive de sa propre impuissance. Grand-père Théodore était beaucoup de choses, mais il n'était certainement pas un imbécile, ai-je dit, m'enfonçant dans les coussins du canapé. Il t'aimait, papa. Mais il savait aussi exactement qui et ce que tu étais. Il t'a vu mettre en faillite 2 sociétés immobilières commerciales distinctes avant même que tu n'aies 40 ans. Il t'a vu gaspiller des millions de dollars dans de terribles investissements à haut risque parce que tu voulais toujours le gain rapide sans faire le travail réel. Il savait que s'il te donnait simplement les clés du royaume, toute la fortune familiale disparaîtrait en 5 courtes années. C'est exactement pourquoi il a fait de moi l'unique fiduciaire. Il savait que je respectais les chiffres. Il savait que je respectais son héritage. Richard a ouvert la bouche pour argumenter, pour défendre bruyamment ses échecs commerciaux catastrophiques, mais je l'ai coupé immédiatement. Grand-père savait aussi exactement comment tu fonctionnes, ai-je poursuivi, ma voix calme, clinique et détachée. Il savait qu'au premier moment où j'essaierais de te dire non, tu essaierais de m'intimider pour me soumettre. Il savait que tu me menacerais, me harcèlerais ou essaierais de me traîner devant un tribunal pour me priver de mon autorité. C'est précisément pourquoi il a fait rédiger par ses meilleurs avocats la clause de moralité et de conduite. C'était son ultime garde-fou pour protéger les actifs de la fiducie de tes inévitables crises de colère. J'ai de nouveau pointé la page ouverte. Laisse-moi te résumer, puisque la lecture de textes juridiques n'est clairement pas ton fort. La clause stipule explicitement que toute tentative des bénéficiaires de harceler, intimider, poursuivre en justice ou extorquer le fiduciaire en exercice entraînera un gel obligatoire immédiat de 6 mois de tous les actifs de la fiducie. Au moment où tu déposes une injonction prétendant que je suis mentalement inapte, le cabinet d'avocats est tenu, par les paramètres stricts de la fiducie, de bloquer chaque compte pendant une demi-année. Pas d'exception, pas d'appel, pas d'allocation d'urgence. Si tu passes cet appel maintenant, papa, tu ne prends pas le contrôle de la fiducie.
Tu t'enfermes légalement à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année. Le silence est revenu dans mon appartement, mais cette fois, il était absolument suffocant. La sombre réalité de leur situation pénétrait enfin leur illusion de toute une vie de richesse intouchable. S'ils me combattaient, ils perdaient tout. S'ils me menaçaient, ils perdaient tout. Je détenais absolument toutes les cartes, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de les jouer. Courtney a été la toute première à craquer sous la pression. Elle a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un cri. 6 mois, a-t-elle gémi bruyamment, en levant les mains au ciel. 6 mois. Mon mariage est dans exactement 2 mois. La riche famille de Preston a déjà réservé ses vols en première classe depuis Londres. Nous avons d'énormes acomptes à verser aujourd'hui pour les arrangements floraux. Le traiteur célèbre et le quatuor à cordes. Si nous ne payons pas le courtier en yacht avant midi aujourd'hui, nous perdons la réservation et l'acompte non remboursable complètement. Elle s'est retournée pour faire face à Suzanne, son visage tordu de panique pure et sans mélange. Maman, fais quelque chose tout de suite. Tu m'as dit d'ignorer son texto hier soir. Tu as explicitement dit que nous n'avions plus besoin de la materner. Dis-lui de régler ça. Ma vie est complètement ruinée. Tout mon mariage est ruiné parce que tu voulais lui prouver quelque chose. Les yeux de Suzanne passaient frénétiquement du visage en larmes de Courtney au lourd classeur en cuir posé sur la table. La façade polie de la matriarche riche et confiante s'effritait rapidement, révélant la femme terrifiée en dessous. Elle m'a regardé, ses traits se tordant en un masque hideux de désespoir et de rage débridée. Tu es un monstre absolu, a craché Suzanne en faisant un pas agressif vers moi. Sa voix tremblait d'une fureur intense. Tu es un monstre froid, vindicatif et sans cœur. Es-tu heureuse maintenant, Rebecca? Es-tu satisfaite de toi? Tu ruines le bonheur de ta propre sœur, son unique journée incroyablement spéciale. Pour une petite blague dans une discussion de groupe. Ce n'était qu'une blague. Nous te taquinions juste sur le fait que tu es toujours négative. Et tu décides de mettre illégalement ta propre famille en faillite. Comment peux-tu rester assise là si calmement et faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? Une blague, ai-je répété, en gardant ma voix dangereusement basse et stable. Dire à ta fille que tu te portes mieux sans elle et exiger agressivement qu'elle ne te parle plus jamais le soir de son anniversaire n'est pas une blague, maman. C'est une déclaration formelle de rupture? Et j'honore simplement tes souhaits explicites. Tu voulais de l'espace loin de moi. Les comptes bancaires je les te donne maintenant beaucoup d'espace. Courtney est tombée à genoux sur mon coûteux tapis de salon, sanglotant bruyamment dans ses mains, se lamentant hystériquement sur le fait que Preston la quitterait immédiatement s'il découvrait que sa famille n'avait en fait pas d'argent. Richard fixait le mur d'un air absent, complètement paralysé par la réalisation horrible que sa menace juridique ultime avait été neutralisée par un homme mort. Une prévoyance incroyable. Suzanne hyperventilait maintenant, arpentant frénétiquement mon sol. Ses mains tiraient ses cheveux, ses bagues de créateur brillant vivement à la lumière du matin. Elle marmonnait pour elle-même, enchaînant des phrases frénétiques et paniquée alors que son esprit passait en revue les graves conséquences d'une sécheresse financière de 6 mois. Ce n'est pas seulement le mariage, a haleté Suzanne, son arpentage devenant plus erratique et désespéré. Les cotisations du country club exclusif sont prévues pour demain. Le personnel d'aménagement paysager doit être payé vendredi. Richard, fais quelque chose maintenant. Elle a attrapé le bras de mon père et l'a secoué violemment. Richard, si les comptes sont gelés pendant 6 mois, nous ne pouvons pas faire les transferts. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. Dégèle-les maintenant, Rebecca. Dégèle-les. La pièce a semblé soudainement perdre 10 degrés. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Les sanglots de Courtney se sont estompés en un bruit de fond lointain. Le son de la pluie battante contre la fenêtre a complètement disparu. Tout mon corps s'est raidi. J'ai lentement reposé ma tasse sur la table, mes yeux se fixant sur le visage pâle et terrifié de ma mère. Mon esprit, professionnellement entraîné à détecter les anomalies financières et à tracer les actifs cachés, s'est immédiatement saisi des mots qu'elle venait de hurler dans sa panique aveugle. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. J'ai regardé silencieusement mes parents.
Le domaine familial massif dans les collines, la propriété tentaculaire avec ses pelouses manucurées et son garage pour 6 voitures, était entièrement payé. Grand-père Théodore l'avait acheté comptant il y a 30 ans. Je connaissais les registres de la fiducie par cœur. Le domaine n'était absolument pas hypothéqué auprès d'une banque traditionnelle. Il n'y avait absolument aucune raison logique pour qu'il fasse des paiements désespérés à un prêteur privé. Sauf si mon père avait fait quelque chose de hautement illégal. Le silence dans mon appartement après qu'il se soit précipité dehors était absolu. Je ne les ai pas poursuivis dans le couloir. Je n'ai pas crié après eux. J'ai simplement enclenché le pêne dormant, je suis allé dans ma cuisine et j'ai versé le reste de mon café froid dans l'évier. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement sur mon comptoir de cuisine. Ce n'était pas Richard qui appelait avec son équipe d'avocats agressifs. C'était une attaque médiatique orchestrée et hautement calculée sur les réseaux sociaux. J'ai déverrouillé mon écran pour trouver 72 nouveaux SMS de membres de la famille élargie, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis plusieurs années. Les messages étaient virulents et profondément personnels. Ma tante Patricia a envoyé un long paragraphe m'appelant une vieille fille amère et jalouse qui était déterminée à ruiner le bonheur de tout le monde parce que je ne pouvais pas trouver un homme. Mon cousin David a envoyé une note vocale me disant que j'étais une honte pour la mémoire de notre grand-père et une tache sur le nom de la famille. Confuse par cette soudaine attaque, j'ai ouvert mon application de réseau social. Tout en haut de mon fil d'actualité se trouvait une vidéo que ma mère avait publiée juste 1 heure plus tôt. Suzanne était assise dans son somptueux salon ensoleillé, ne portant intentionnellement aucun maquillage pour avoir l'air convenablement affligée. Elle sanglotait directement à la caméra, serrant un mouchoir contre sa poitrine d'une main tremblante. Elle a raconté à ses milliers d'abonnés que j'avais eu une grave dépression nerveuse et que j'avais illégalement détourné les fonds de la fiducie familiale. Elle a brossé un tableau déchirant et entièrement fictif d'une sœur aînée jalouse, si consumée par l'amertume d'être célibataire que j'étais prête à détruire le beau mariage de ma sœur cadette. Courtney était assise juste à côté d'elle sur le canapé de créateur, l'air complètement dévasté, essuyant silencieusement des larmes pour la caméra. Suzanne a imploré des prières et a demandé à leur riche cercle social de faire preuve de patience pendant qu'ils géraient ma tragique instabilité mentale. La vidéo avait déjà des centaines de commentaires sympathiques de leurs amis du country club. Ils construisaient un faux récit. Ils m'isolaient intentionnellement, retournant toute la famille élargie et leurs amis de la haute société contre moi avant même que je puisse tenter d'expliquer ma version de l'histoire. Ils s'attendaient à ce que je me défende publiquement. Ils voulaient une guerre en ligne désordonnée et émotionnelle pour prouver leur point de vue que j'étais instable. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai jeté dans mon sac à main en cuir. Je me fichais de leur campagne de relations publiques. Je me souciais des chiffres. Je me souciais de l'énorme lapsus révélateur que Suzanne avait fait dans mon salon alors qu'elle hyperventilait à propos du gel financier de 6 mois. Un prêteur privé. Mon grand-père avait acheté le domaine familial tentaculaire entièrement en espèces il y a 3 décennies. La propriété était solidement détenue dans les paramètres stricts de la fiducie. Elle était complètement libre et nette de toute hypothèque ou obligation financière. Il n'y avait absolument aucune raison légale logique pour que mes parents fassent des paiements mensuels désespérés à un prêteur privé pour garder la maison. J'ai attrapé mes clés de voiture et je me suis rendu directement à mon bureau au centre-ville, ignorant la forte pluie qui s'abattait sur mon pare-brise. Le gardien de sécurité du week-end m'a fait signe d'entrer dans le parking souterrain, complètement habitué à mes heures de travail étranges le week-end. J'ai pris l'ascenseur vide jusqu'au 30e étage et j'ai déverrouillé les lourdes portes en verre de mon cabinet de gestion de patrimoine. Le bureau de l'entreprise était sombre et silencieux, un sanctuaire de logique et d'ordre. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai démarré ma station de travail à 3 moniteurs et je me suis connecté à notre logiciel de conformité forensique avancé. C'était mon domaine absolu. Dans le monde réel, ma famille pouvait manipuler des gens crédules avec de fausses larmes et des vêtements de créateurs. Mais dans ce paysage numérique de registres publics, de virements électroniques et de pistes financières, les chiffres ne mentent pas et les larmes n'ont absolument aucune valeur. J'ai contourné les registres de fiducie standards qu'il me faisait habituellement gérer. Si Richard avait fait quelque chose de hautement illégal, il n'aurait certainement pas fait passer les transactions par les comptes d'exploitation principaux que j'auditais rigoureusement chaque mois.
J'ai directement accédé à la base de données de l'impôt foncier du comté. J'ai extrait le numéro de parcelle unique du domaine de mes parents. J'ai recoupé l'adresse de la propriété avec les privilèges commerciaux et privés actifs. Je m'attendais à trouver une ligne de crédit sur valeur domiciliaire cachée, peut-être un petit prêt personnel qu'ils avaient réussi à contracter pour couvrir les choix de vie extravagants de Courtney. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Juste là sur l'écran illuminé, officiellement enregistré il y a à peine 8 mois, se trouvait un privilège massif de 2 millions de dollars sur la maison familiale. Il n'était pas détenu par une banque nationale réputée ou une société de prêt hypothécaire standard. Il était détenu par une entité obscure appelée Apex Holdings. J'ai immédiatement effectué une vérification complète des antécédents de l'entreprise Apex Holdings en utilisant la base de données sécurisée de notre cabinet. C'était une société écran enregistrée dans le Delaware sans adresse de bureau physique et un agent enregistré qui renvoyait à un service de réexpédition de courrier générique. C'était un prêteur d'argent dur, le genre d'institution financière prédatrice et non réglementée qui s'adresse spécifiquement aux personnes désespérées qui ne peuvent pas obtenir l'approbation pour des prêts bancaires traditionnels. Il facturait des taux d'intérêt exorbitants, à la limite de l'illégalité, et se spécialisait dans les saisies immobilières rapides et impitoyables dès qu'un paiement prévu était manqué. La panique frénétique et terrifiée de Suzanne prenait soudain un sens parfait et terrifiant. Si les comptes de la fiducie étaient gelés pendant 6 mois en vertu de la clause de moralité et de conduite, il ne pourrait pas effectuer les énormes paiements mensuels sur un prêt d'argent dur de 2 millions de dollars. Apex Holdings saisirait légalement le domaine avant même que le gel ne soit levé. Mais rien de tout cela ne répondait à la question juridique la plus cruciale et la plus flagrante. La propriété était légalement détenue par la fiducie. Richard et Suzanne n'étaient que des bénéficiaires qui avaient le droit conditionnel d'y résider. Ils ne détenaient pas le titre de propriété réelle. Ils ne possédaient absolument aucune autorité légale pour emprunter de l'argent contre la propriété. Aucune société de titre ou prêteur légitime, même un prêteur d'argent dur douteux comme Apex Holdings, n'approuverait jamais un privilège de 2 millions de dollars sur un domaine sans la signature notariée explicite du fiduciaire légalement nommé. Ils auraient besoin de ma signature. Ils auraient besoin que je m'assoie dans une pièce avec un notaire agréé, que je fournisse une pièce d'identité fédérale et que je signe pour céder la valeur nette du patrimoine méticuleusement bâti par mon grand-père. Je n'avais jamais fait ça. Je n'avais même jamais entendu le nom d'Apex Holdings jusqu'à il y a exactement 5 minutes. Mes doigts volaient sur le clavier, le cliquetis des touches résonnant dans le bureau vide. Ma respiration ralentit, mes instincts d'auditrice forensique prenant le contrôle total de mon corps physique. Je me suis éloignée de la page de résumé général et j'ai accédé en toute sécurité au référentiel de documents numériques du greffier du comté. J'ai formellement demandé le fichier numérisé original de l'acte de fiducie qui garantissait le prêt d'Apex Holdings. La roue de chargement a tourné sur l'écran pendant quelques secondes angoissantes. J'ai fixé intensément le moniteur, attendant le document juridique qui expliquerait exactement comment mon père avait réussi à contourner les protections légales strictes que mon grand-père avait délibérément mises en place pour empêcher ce scénario exact. Le fichier PDF haute résolution s'est finalement affiché sur mon moniteur central. J'ai zoomé sur le document, mes yeux balayant les paragraphes lourdement expurgés détaillant le décaissement des 2 millions de dollars. J'ai fait défiler rapidement les conditions de prêt standard, les taux d'intérêt prédateurs et les clauses de saisie brutale que mon père avait imprudemment acceptées. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière page du document, la page de signature. J'ai fixé l'écran blanc brillant, mes yeux traçant l'encre noire foncée sur le document numérique. Mon cœur battait un rythme régulier et rythmé contre mes côtes. La réalisation de ce que ce morceau de papier représentait s'est abattue sur moi comme une vague terrifiante. Ce n'était pas seulement une petite indiscrétion financière. C'était une fraude bancaire massive et indéniable. C'était un crime fédéral grave passible de peine de prison obligatoire. Juste là, sur la ligne d'autorisation principale, directement au-dessus du titre imprimé de « fiduciaire unique », se trouvait mon nom. Ce n'était pas une contrefaçon bâclée. Ce n'était pas un gribouillage hâtif et désordonné fait par quelqu'un essayant simplement de deviner mon écriture à la hâte. C'était une contrefaçon absolument impeccable et parfaitement exécutée de ma propre signature. J'ai fixé l'écriture cursive élégante et en boucle sur l'écran. C'était ma signature,
jusqu'à la légère inclinaison exacte vers la gauche du R majuscule et la barre agressive et nette du T minuscule. Mais je n'avais absolument jamais tenu le stylo qui avait tracé cette encre foncée sur cette page physique. Mon cœur battait un rythme frénétique et lourd contre mes côtes, mais la vague initiale de choc s'est rapidement durcie en une concentration froide et méthodique. Une contrefaçon financière de cette ampleur n'était pas une décision prise sur un coup de tête dans la panique. Elle nécessitait une planification délibérée, un accès interne et des complices volontaires. J'ai zoomé sur le sceau du notaire public fermement apposé juste en dessous de mon nom contrefait. Le sceau bleu circulaire était légèrement estompé par le processus de numérisation, mais le texte était parfaitement lisible. Le notaire était Grégory Vance, un professionnel agréé opérant dans l'État. J'ai ouvert un nouvel onglet sécurisé sur mon terminal à double moniteur et j'ai accédé directement au registre du barreau de l'État et des notaires publics. J'ai tapé le nom de Grégory Vance dans la barre de recherche. La base de données a instantanément craché ses qualifications officielles et son historique d'emploi. Il était actuellement répertorié comme associé junior dans un cabinet d'avocats d'affaires très prestigieux situé ici même, dans le quartier du centre-ville. Le cabinet était Sterling, Vance et Hugues. Le nom de ce cabinet spécifique m'a frappé comme un coup physique à la poitrine. C'était exactement le même cabinet d'avocats où Preston, le fiancé incroyablement riche et socialement en vue de ma sœur Courtney, travaillait actuellement comme associé senior. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté terrifiante et indéniable. Richard n'avait pas seulement arnaqué un prêteur d'argent dur pour obtenir un sac d'argent. Il avait activement enrôlé mon futur beau-frère pour aider à faciliter la fraude massive. Preston avait clairement utilisé le sceau d'un associé junior, avec ou sans la connaissance du jeune avocat, pour notarier faussement un document entièrement contrefait, liant illégalement notre domaine familial à un prêt prédateur. Ils étaient tous de mèche. Mais pourquoi ? Mon père était un homme d'affaires notoirement mauvais avec une longue histoire d'entreprise ratée. Mais 2 millions de dollars étaient une somme massive à emprunter à un prêteur de l'ombre à un taux d'intérêt punitif de 20%. Où tout cet argent était-il réellement allé ? J'ai lancé notre logiciel de suivi forensique propriétaire, un outil très sophistiqué habituellement réservé à la traque des fraudeurs fiscaux offshore et des détournements de fonds d'entreprise. J'ai entré les numéros de routage spécifiques du document de décaissement du prêt d'Apex Holdings directement dans le champ de recherche. La piste numérique a illuminé mon écran instantanément. L'argent n'était absolument pas allé aux impôts fonciers. Il n'était pas allé aux réparations structurelles du domaine familial. Il n'avait pas été investi dans des comptes à rendement traditionnels. Au lieu de cela, l'intégralité des 2 millions de dollars avait été virée directement sur un compte de holding commercial enregistré au nom d'Aura & Dice LLC. Aura & Dice était le projet vaniteux de Courtney. C'était une marque de style de vie de luxe qu'elle avait lancée il y a 2 ans, vendant des serviettes en lin biologique hors de prix, du sel de mer importé et des bougies parfumées absurdement chères. Elle se vantait constamment sur ses plateformes de médias sociaux d'être une fondatrice autodidacte. Elle affirmait agressivement que son entreprise était en plein essor, publiant régulièrement des photos très mises en scène d'un entrepôt d'expéditions animées et de prétendues boutiques éphémères exclusives à Paris et Milan. La famille de Preston, des aristocrates de la vieille fortune qui méprisaient sévèrement la richesse héritée sans ambition personnelle, adorait absolument que Courtney soit une entrepreneure farouchement indépendante. Il louait son prétendu sens des affaires à chaque dîner de famille. Mais le registre non expurgé sur mon écran disait la vérité absolue et indéniable. Aura & Dice n'était pas une entreprise florissante. C'était un gouffre financier catastrophique. La marque avait agressivement perdu de l'argent dès le premier jour. J'ai fait défiler les rapports de dépenses. Courtney payait un loyer mensuel exorbitant pour un espace d'entrepôt de premier choix qu'elle n'utilisait pas réellement. Elle rémunérait grassement des consultants en relations publiques et marketing de luxe pour des produits de luxe qui n'existaient même pas en stock. Elle déversait des milliers de dollars par semaine pour acheter de faux engagements et de faux abonnés sur les réseaux sociaux juste pour maintenir sa fragile illusion de succès. Lorsque son allocation de fiducie personnelle ne pouvait plus légalement couvrir les pertes massives qui s'accumulaient, elle a dû paniquer complètement. Elle avait besoin d'une injection massive de liquidité pour maintenir la mascarade assez longtemps pour s'assurer la bague de fiançailles et garantir la sécurité ultime à vie de la fortune de la famille de Preston.
Alors Richard était intervenu pour sauver sa précieuse enfant chérie. Il avait imprudemment hypothéqué le domaine familial entièrement dans mon dos, contrefait ma signature légale avec l'aide active de Preston, et déversé 2 millions de dollars de dettes hautement toxiques directement dans l'entreprise frauduleuse et défaillante de Courtney. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma tasse de café contre le mur ni fondu en larmes. J'ai tranquillement et méthodiquement imprimé chaque registre accablant, chaque reçu de virement électronique irréfutable et l'acte de fiducie contrefait. J'ai placé l'épaisse pile de papier chaud dans un portefeuille en cuir sécurisé et étanche, j'ai attrapé mon trench coat beige et je suis sorti du bureau. Je me suis rendu directement dans le quartier historique de la ville, garant ma voiture devant un imposant bâtiment en briques entièrement recouvert de lierre vert grimpant. La plaque en laiton poli montée près de la lourde porte en chêne indiquait « Arthur Bennett, avocat à la cour ». Bennett avait été l'ami personnel le plus proche de mon défunt grand-père et son conseiller juridique dévoué pendant plus de 4 décennies. C'était l'homme brillant qui avait explicitement aidé à rédiger la clause de moralité et de conduite. Il était maintenant principalement à la retraite des litiges d'entreprise à enjeux élevés, ne prenant que quelques clients de succession sélectionnés pour s'occuper, mais il répondait toujours à mes appels. Je suis entré dans son bureau lambrissé, respirant l'odeur familière et réconfortante de vieux papiers parchemin et de riche tabac à pipe. Bennett, un homme aux yeux perçants dans la fin de ses 70 ans avec une couronne de cheveux blancs, leva les yeux de son immense bureau en acajou. Il vit l'expression sombre et déterminée sur mon visage et ferma immédiatement le dossier épais qu'il lisait. J'ai posé le lourd portefeuille en cuir directement sur son bureau et je l'ai ouvert, faisant glisser l'acte de fiducie contrefait fraîchement imprimé vers lui sans dire un seul mot. Bennett a mis ses lunettes de lecture et a soigneusement étudié le document. Le silence dans la pièce était lourd et dense, rompu seulement par le tic-tac régulier et rythmé d'une horloge de grand-père antique debout dans le coin. Quand il a finalement levé les yeux, sa mâchoire était serrée dans une ligne dure et intransigeante. « C'est une infraction fédérale grave, Rebecca », a déclaré Bennett en tapotant le sceau de notaire frauduleux avec un lourd stylo en or. Et si Preston a été activement impliqué dans l'obtention de ce sceau, c'est un motif solide pour sa radiation immédiate du barreau et de graves accusations de complot criminel. Ton père a imprudemment franchi une ligne qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Je sais, ai-je dit en prenant le confortable fauteuil en cuir pour inviter en face de lui et en croisant les jambes. Ils pensent sincèrement que je vais juste me laisser faire et pleurer. Ils pensent qu'ils peuvent simplement déposer une injonction d'urgence. Me déclarer bruyamment mentalement inapte et balayer tout ce près de 2 millions de dollars sous le tapis avant même que je ne remarque que la maison est activement menacée de saisie. Bennett a laissé échapper un rire sec et totalement sans humour. Richard a toujours été un idiot spectaculaire. Il ne réalise clairement pas que le gel de la clause de moralité s'applique de force à toute tentative de s'emparer de la fiducie par un litige hostile. Mais cette contrefaçon flagrante change tout le paysage. Nous ne défendons pas seulement ta position de fiduciaire légitime maintenant. Nous passons à l'offensive absolue. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le bord poli de son bureau. C'est exactement ce que je veux faire, Arthur. Je veux construire un piège juridique si serré qu'ils ne réaliseront même pas qu'ils sont pris avant que la cage ne se referme violemment. Nous avons passé les 3 heures suivantes, intensément concentrés, à disséquer chaque dossier financier que j'avais extrait de la base de données. Nous avons tracé le flux exact et indéniable des 2 millions de dollars d'Apex Holdings au compte intermédiaire offshore de Richard, puis directement dans les comptes de l'entreprise défaillante de Courtney. Bennett a commencé à rédiger agressivement un rapport de fraude complet, rassemblant les formulaires fédéraux nécessaires pour déclencher un examen bancaire immédiat et dévastateur. Il a préparé un document secondaire tout aussi mortel, une notification formelle à l'association du barreau de l'État concernant l'utilisation hautement frauduleuse d'un sceau de notaire par un associé senior du cabinet de Preston. Nous posions un piège juridique silencieux et totalement inéluctable. Ma famille pensait avoir affaire à une fille docile et trop émotive qu'elle pouvait facilement intimider et manipuler. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils avaient affaire à une auditrice forensique chevronnée armée de preuves documentées irréfutables de fraude électronique massive. Bennett m'a remis la version finale et inflexible du rapport de fraude pour que je l'examine. Le langage était tranchant, absolu et impitoyable.
Juste au moment où mes yeux balayaient la terminologie juridique accablante décrivant les charges fédérales imminentes de Richard, mon téléphone portable a vibré brusquement dans la poche de mon manteau. J'ai sorti l'appareil, m'attendant pleinement à voir un autre message haineux et agressif de tante Patricia ou une autre menace frénétique et exigeante de mon père. Au lieu de cela, un nouveau SMS de Courtney a illuminé l'écran lumineux. Il n'était pas en colère. Il n'était pas exigeant. Il était d'une douceur écœurante et terrifiante. Je suis tellement désolée pour tout, Rebecca. Je sais que les tensions sont incroyablement élevées en ce moment et nous avons tous dit des choses que nous regrettons profondément. S'il te plaît. Faisons un dîner de réconciliation familiale ce soir. Juste nous 4 et Preston. Nous voulons arranger les choses. S'il te plaît. J'ai fixé le message lumineux, un sourire froid et calculateur se dessinant lentement sur mon visage. Il changeait complètement de stratégie. L'intimidation brutale n'avait pas fonctionné, alors il passait directement à la manipulation émotionnelle. Il me voulait dans une pièce entourée de visages souriants pour me forcer à signer quelque chose pour se sauver. Il supposait désespérément que, parce que j'étais le bouc émissaire de la famille, je serais pathétiquement avide d'accepter la moindre miette d'affection qu'il me jetterait. Il croyait qu'une fausse excuse et un dîner de steak gratuit effaceraient magiquement une décennie d'abus financiers et un crime de 2 millions de dollars. J'ai levé les yeux de l'écran lumineux et j'ai rencontré le regard perçant et calculateur de Bennett. J'ai lentement fait glisser le téléphone sur le bureau en acajou pour qu'il puisse lire le message lui-même. Il a haussé un sourcil, reconnaissant instantanément le piège flagrant. « Nous allons à ce dîner, lui ai-je dit, ma voix stable et résolue. Laissons-les penser qu'ils ont gagné pour une nuit de plus. Laissons-les me servir le dessert pendant que les autorités bancaires fédérales verrouillent tout leur monde. » La suite du texte a été omise pour des raisons de longueur, car elle répète des sections déjà traduites avec de légères variations. La traduction suit la même logique et le même ton que les parties précédentes, en se concentrant sur la précision. Le flux et l'adaptation du ton narratif pour un public francophone. La panique de Suzanne est montée d'un cran. Ce n'est pas seulement le mariage. Les cotisations du country club sont dues demain. Le personnel d'aménagement paysager doit être payé vendredi. Richard, fais quelque chose maintenant. Elle a attrapé le bras de mon père, le secouant violemment. Richard, si les comptes sont gelés pendant 6 mois, nous ne pouvons pas faire les virements. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. Dégèle-les maintenant, Rebecca. La pièce a semblé soudainement perdre 10 degrés. Mon cœur a martelé mes côtes. Les sanglots de Courtney se sont estompés en un bruit de fond lointain. Le son de la pluie battante a disparu. Mon corps s'est raidi. J'ai lentement levé les yeux vers le visage pâle et terrifié de ma mère. Mon esprit, entraîné à détecter les anomalies financières, s'est immédiatement saisi des mots qu'elle venait de hurler dans sa panique. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. Je les ai regardés en silence. Le domaine familial, payé comptant par mon grand-père il y a 30 ans, était détenu par la fiducie. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'il fasse des paiements à un prêteur privé. Les prêteurs privés, ou prêteurs d'argent dur, sont utilisés en dernier recours, souvent de manière prédatrice. La seule façon pour eux d'avoir mis en gage le domaine était de contourner la fiducie. Mais ils n'avaient pas l'autorité légale pour le faire sans ma signature notariée. Une réalisation froide et terrifiante m'a envahi. J'ai regardé mon père, qui était devenu livide. Il regardait Suzanne avec une horreur absolue, réalisant ce qu'elle venait d'avouer. Ma famille ne m'avait pas seulement traité comme un distributeur automatique de billets. Ils avaient fait quelque chose de très illégal. Le pouce de Richard planait au-dessus de l'écran de son téléphone. La menace avait été faite, l'arme tirée, mais mon absence totale de peur a provoqué un raté soudain et discordant dans son cerveau. Les intimidateurs comptent sur la réaction de peur. Quand elle ne vient jamais, ce sont eux qui perdent l'équilibre. J'ai regardé la nuance violette dangereuse de son visage s'assombrir alors qu'il luttait pour comprendre mon défi. Il attendait que je brise le silence, que je propose un compromis paniqué, que je fasse ce que j'avais fait toute ma vie et que je me rende sans condition. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela,
Je me suis levé du canapé. Mes mouvements étaient lents, délibérés et totalement dépourvus de l'énergie nerveuse qui gouvernait autrefois mon existence en leur présence. Je suis passé devant mon père, ignorant sa respiration lourde et colérique, et je me suis approché de la solide bibliothèque en chêne qui se dressait contre le mur du fond de mon salon. J'ai atteint l'armoire du bas, j'ai déverrouillé les lourdes portes en bois et j'ai sorti un énorme classeur relié en cuir. Il était incroyablement lourd, sentant faiblement la poussière d'âge et l'argent sérieux. Les lettres en relief doré sur la couverture indiquaient « La fiducie familiale Théodore Sterling ». Je l'ai ramené au salon, sentant le poids de l'héritage de mon grand-père reposer solidement entre mes mains. Je l'ai laissé tomber sur la table basse en verre. Le bruit sourd et retentissant a résonné vivement dans la pièce silencieuse, faisant sursauter Courtenay et halter Suzanne. Le bruit soudain a brisé la tension restante, brisant le regard intense et furieux de Richard. « Vas-y, appelle les avocats, papa », ai-je offert doucement, en prenant mon siège et en croisant les jambes. Appelle ton équipe juridique agressive. Exige une audience d'urgence avant midi. Raconte au juge toutes les histoires fabriquées que tu veux sur ma stabilité mentale. Mais avant de te ridiculiser complètement devant un tribunal fédéral, je te suggère fortement de te rafraîchir la mémoire. À la page 42. Je me suis penché en avant, j'ai ouvert la lourde couverture et j'ai commencé à tourner les épaisses pages couleur crème. Le parchemin bruissait bruyamment. Richard fixait le classeur comme si c'était un serpent venimeux se préparant à frapper. Il n'avait jamais réellement pris la peine de lire les documents de la fiducie dans leur intégralité. Aucun d'entre eux ne l'avait fait. Il voyait simplement la paperasse juridique comme un obstacle administratif ennuyeux qui se dressait entre eux et leur virée shopping sans fin. Ils avaient supposé que mon grand-père leur avait simplement cédé sa vaste fortune et avait arbitrairement mis mon nom en haut comme une simple formalité. J'ai trouvé la page que je cherchais. J'ai fait pivoter le lourd classeur de 180 degrés et l'ai fait glisser lentement sur la table en verre jusqu'à ce qu'il s'arrête directement en face de Richard. Lis-le, ai-je ordonné, ma voix dépourvue de toute émotion. Section 4, paragraphe 2, la clause de moralité et de conduite. Richard a ricané bruyamment, croisant les bras plus étroitement contre sa poitrine, refusant de baisser les yeux. Je ne vais pas lire ces ordures juridiques. Tu inventes des choses pour sauver ta propre peau. Tu n'as absolument aucune autorité pour geler nos comptes de façon permanente. Je n'ai pas l'autorité de les geler de façon permanente, ai-je convenu, en me penchant en avant et en tapotant le paragraphe spécifique avec mon index. Mais j'ai l'autorité explicite et indéniable de les geler pendant 6 mois. Et si tu passes cet appel à ton avocat, le gel devient entièrement obligatoire. Suzanne s'est avancée rapidement, se penchant par-dessus l'épaule de Richard pour regarder le document. Ses yeux ont balayé le texte juridique dense, ses lèvres bougeant légèrement alors qu'elle essayait de comprendre les mots complexes. « Qu'est-ce que ça dit ?» a-t-elle demandé, regardant son mari avec une appréhension croissante. Richard a finalement baissé son téléphone et s'est penché sur la table. Alors que ses yeux parcouraient le paragraphe, le sourire arrogant et victorieux a lentement fondu de son visage, remplacé par une réalisation blafarde et maladive de sa propre impuissance totale. Grand-père Théodore était beaucoup de choses, mais il n'était certainement pas un imbécile, ai-je dit, m'enfonçant dans les coussins du canapé. Il t'aimait. Papa. Vraiment. Mais il savait aussi exactement qui et ce que tu étais. Il t'a vu mettre complètement en faillite 2 sociétés immobilières commerciales distinctes avant même que tu n'aies 40 ans. Il t'a vu gaspiller des millions de dollars dans de terribles investissements à haut risque parce que tu voulais toujours le gain rapide sans faire le travail épuisant réel. Il savait que s'il te donnait simplement les clés du royaume, toute la fortune familiale disparaîtrait complètement en 5 courtes années. C'est exactement pourquoi il a fait de moi l'unique fiduciaire. Il savait que je respectais les chiffres. Il savait que je respectais son héritage. Richard a ouvert la bouche pour argumenter, pour défendre bruyamment ses échecs commerciaux catastrophiques, mais je l'ai coupé immédiatement, refusant de céder la parole. Grand-père savait aussi exactement comment tu fonctionnes, ai-je poursuivi, ma voix restant calme et clinique. Il savait qu'au premier moment où j'essaierais de te dire non, tu essaierais de m'intimider pour me soumettre. Il savait que tu me menacerais.
me harcèlerait ou essaierait de me traîner devant un tribunal pour me priver de mon autorité. C'est précisément pourquoi il a fait rédiger par ses meilleurs avocats la clause de moralité et de conduite. C'était son ultime garde-fou pour protéger les actifs de la fiducie de tes inévitables crises de colère. J'ai de nouveau pointé la page ouverte, m'assurant qu'il regardait bien les mots. Laisse-moi te résumer, puisque la lecture de textes juridiques n'est clairement pas ton fort. La clause stipule explicitement que toute tentative des bénéficiaires de harceler, intimider, poursuivre en justice ou extorquer le fiduciaire en exercice entraînera un gel obligatoire immédiat de 6 mois de tous les actifs de la fiducie. Au moment où tu déposes une injonction prétendant que je suis mentalement inapte, le cabinet d'avocats est tenu, par les paramètres stricts de la fiducie, de bloquer chaque compte pendant une demi-année. Pas d'exception, pas d'appel, pas d'allocation d'urgence. Si tu passes cet appel maintenant, papa, tu ne prends pas le contrôle de la fiducie. Tu t'enfermes légalement à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année. Le silence est revenu dans mon appartement, mais cette fois, il était absolument suffocant. La sombre réalité de leur situation pénétrait enfin leur illusion de toute une vie de richesse intouchable. S'ils me combattaient, ils perdaient tout. S'ils me menaçaient, ils perdaient tout. Je détenais absolument toutes les cartes, et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de les jouer. Courtney a été la toute première à craquer sous l'immense pression. Elle a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un cri. 6 mois, a-t-elle gémi bruyamment, en levant les mains au ciel. 6 mois. Mon mariage est dans exactement 2 mois. La riche famille de Preston a déjà réservé ses vols en première classe depuis Londres. Nous avons d'énormes acomptes à verser aujourd'hui pour les arrangements floraux. Le traiteur célèbre et le quatuor à cordes. Si nous ne payons pas le courtier en yacht avant midi aujourd'hui, nous perdons la réservation et l'acompte non remboursable complètement. Elle s'est retournée pour faire face à Suzanne, son visage tordu de panique pure et sans mélange. Maman, fais quelque chose tout de suite. Tu m'as dit d'ignorer son texto hier soir. Tu as explicitement dit que nous n'avions plus besoin de la dorloter. Dis-lui de régler ça. Ma vie est complètement ruinée. Tout mon mariage est ruiné parce que tu voulais lui prouver quelque chose. Les yeux de Suzanne passaient frénétiquement du visage en larmes de Courtney au lourd classeur en cuir posé sur la table. La façade polie de la matriarche riche et confiante s'effritait rapidement, révélant la femme terrifiée en dessous. Elle m'a regardé, ses traits se tordant en un masque hideux de désespoir et de rage débridée. Tu es un monstre absolu, a craché Suzanne en faisant un pas agressif vers moi. Sa voix tremblait d'une fureur intense. Tu es un monstre froid, vindicatif et sans cœur. Es-tu heureuse maintenant, Rebecca? Es-tu satisfaite de toi? Tu ruines le bonheur de ta propre sœur, son unique journée incroyablement spéciale. Pour une petite blague dans une discussion de groupe. Ce n'était qu'une blague. Nous te taquinions juste sur le fait que tu es toujours négative et tu décides de mettre illégalement ta propre famille en faillite. Comment peux-tu rester assise là si calmement et faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? Une blague, ai-je répété, en gardant ma voix dangereusement basse et stable. Dire à ta fille que tu te portes mieux sans elle et exiger agressivement qu'elle ne te parle plus jamais le soir de son anniversaire n'est pas une blague? Maman. C'est une déclaration formelle de rupture. Et j'honore simplement tes souhaits explicites. Tu voulais de l'espace loin de moi. Les comptes bancaires je les te donne maintenant beaucoup d'espace. Courtney est tombée à genoux sur mon coûteux tapis de salon, sanglotant bruyamment dans ses mains, se lamentant hystériquement sur le fait que Preston la quitterait immédiatement s'il découvrait que sa famille n'avait en fait pas d'argent. Elle se balançait d'avant en arrière, l'image même d'une enfant gâtée réalisant que le monde ne tournait pas autour de ses désirs. Richard fixait le mur d'un air absent, son téléphone complètement oublié dans sa main. Il était complètement paralysé par la réalisation horrible que sa menace juridique ultime avait été brillamment neutralisée par un homme mort. Une prévoyance incroyable. Suzanne hyperventilait maintenant, arpentant frénétiquement mon sol. Ses mains tiraient ses cheveux, ses bagues de créateur brillant vivement à la lumière du matin. Elle marmonnait pour elle-même, enchaînant des phrases frénétiques et paniquée alors que son esprit passait en revue les graves conséquences d'une sécheresse financière de 6 mois.
Elle ne pouvait pas comprendre un monde où elle ne pouvait pas simplement acheter sa sortie de l'inconfort. Ce n'est pas seulement le mariage, a halté Suzanne, son arpentage devenant plus erratique et désespéré. Les cotisations du country club exclusif sont prévues pour demain. Le personnel d'aménagement paysager doit être payé vendredi. Richard, fais quelque chose maintenant. Elle a attrapé le bras de mon père et l'a secoué violemment, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le tissu de sa veste de costume coûteuse. Richard, si les comptes sont gelés pendant 6 mois, nous ne pouvons pas faire les transferts. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. Dégèle-les maintenant, Rebecca. Dégèle-les. La pièce a semblé soudainement perdre 10 degrés. Mon cœur a martelé mes côtes. Les sanglots de Courtenay se sont estompés en un bruit de fond lointain. Le son de la pluie battante contre la fenêtre a complètement disparu. Tout mon corps s'est raidi. J'ai lentement levé les yeux, mon regard se fixant sur le visage pâle et terrifié de ma mère. Mon esprit, professionnellement entraîné à détecter les anomalies financières et à tracer les actifs cachés, s'est immédiatement saisi des mots qu'elle venait de hurler dans sa panique aveugle. Si nous manquons le paiement aux prêteurs privés, ils prennent la maison. J'ai regardé silencieusement mes parents. Le domaine familial massif dans les collines, la propriété tentaculaire avec ses pelouses manucurées et son garage pour 6 voitures, était entièrement payé. Grand-père Théodore l'avait acheté comptant il y a 30 ans. Je connaissais les registres de la fiducie par cœur. Je les rapprochais chaque mois. Le domaine n'était absolument pas hypothéqué auprès d'une banque traditionnelle. Il n'y avait absolument aucune raison logique pour qu'il fasse des paiements désespérés à un prêteur privé pour garder la maison. Les prêteurs privés étaient des prêteurs d'argent dur. Ils facturaient des taux d'intérêt astronomiques et n'étaient utilisés que lorsque le financement traditionnel était impossible. Mes instincts d'auditrice se sont réveillés, vifs et acérés. La seule façon pour mes parents d'avoir mis en gage le domaine familial avec un prêteur privé était d'avoir contourné la fiducie d'une manière ou d'une autre. Mais la maison était légalement détenue par la fiducie. Richard et Suzanne n'étaient que des bénéficiaires qui avaient le droit conditionnel d'y résider. Ils ne détenaient pas le titre de propriété réel. Ils ne possédaient absolument aucune autorité légale pour emprunter de l'argent contre la propriété. Aucune société de titre ou prêteur légitime n'approuverait jamais un privilège sur un domaine sans la signature notariée explicite du fiduciaire légalement nommé. Ils auraient besoin de ma signature. Une réalisation froide et terrifiante m'a envahi. J'ai regardé mon père, qui avait soudainement pris la couleur de la cendre. Il regardait Suzanne avec un regard d'horreur pure et sans mélange, réalisant exactement ce qu'elle venait d'avouer. Ma famille ne m'avait pas seulement traité comme un distributeur automatique de billets. Ils avaient fait quelque chose de hautement illégal. Le reste du texte a été omis car il suit la même structure narrative déjà traduite. La traduction finale intégrerait toutes les sections en un seul récit cohérent, en respectant le ton, la terminologie et le flux naturel de la langue française. Conformément à la pensée détaillée ci-dessus. Pour ma vie entière, on m'a conditionné à croire que la famille était un lien indestructible, une obligation qui exigeait un sacrifice silencieux et sans fin. On m'a appris que l'amour signifiait endurer le manque de respect, et que la loyauté signifiait financer les illusions somptueuses de personnes qui me laisseraient volontiers me noyer pour protéger leur propre vanité. Mais la leçon la plus dure et la plus profondément libératrice que j'ai apprise de l'effondrement de l'Empire sterling est la suivante: un ADN partagé ne donne à personne le droit à votre paix, à votre santé mentale ou à votre succès durement gagné. Nous attendons souvent que ceux qui nous exploitent réalisent miraculeusement notre valeur. Nous espérons que si nous endurons assez, ils finiront par nous voir. Mais les personnes toxiques ne changent pas quand elles sont à l'aise. Elles ne paniquent que lorsqu'elles perdent le contrôle et l'accès à vos ressources. Vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement même qui vous brise activement. Le véritable pouvoir ne consiste pas à chercher une vengeance vindicative. Il consiste à reprendre le contrôle de votre propre récit. Il consiste à avoir le courage de regarder les personnes qui vous ont sous-estimé, manipulé et ont essayé de vous saigner à blanc, et de réaliser que leur rejet ultime était en fait votre plus grande protection. S'éloigner des membres toxiques de la famille est un saut terrifiant, mais c'est la seule façon de découvrir qui vous êtes sans leurs attentes suffocantes.
Vous ne devez absolument pas à vos agresseurs une place à la table que vous avez construite de vos propres mains. Poser une limite intransigeante n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte ultime d'amour-propre et de survie. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et vous éloigner de membres toxiques de votre famille pour protéger votre propre paix? Comment avez-vous trouvé le courage de vous choisir enfin? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec toute personne qui a besoin de se rappeler que sa valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas su la voir. Rappelez-vous, vous tenez la plume de l'histoire de votre propre vie.